Bonsoir à tous et bienvenue au CEDIAS pour cet événement dans le cadre du mois de l'ESS. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le CEDIAS, nous sommes une fondation d'utilité publique qui a été créée en 1894, donc il y a quelque temps, sur la thématique de l'économie sociale. Alors, évidemment, on était dans une définition de l'économie sociale qui était un peu différente, puisqu'on est à la fin du 19e siècle. Et cette fondation avait deux objets. Le premier objet qui était de donner à voir des réalisations de l'économie sociale. Je reviendrai sur ce donner à voir parce que l'expression est importante et la difficulté est forte. Et puis un deuxième objet qui était de réfléchir sur l'économie sociale, de réfléchir sur les réalisations qui pouvaient constituer des réponses à l'ensemble des problématiques de la fin du 19e siècle avec le développement d'une économie industrielle galopante. Je ne sais pas pourquoi nos interlocuteurs ont disparu. Je suis très inquiète, mais ils vont peut-être revenir. Bon, voilà. Merci. Ces deux objets, nous les avons toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que le donner à voir de 1894 s'est traduit par la création d'une bibliothèque, puisqu'on était peu sur l'iconographie ou sur le film, mais plutôt sur de l'écrit, qui est une bibliothèque très, très importante, au-dessus de vos têtes, là, 120 000 ouvrages et documents. C'est une bibliothèque qui existe toujours, bien sûr, et non seulement elle existe, mais elle prend aussi de nouveaux virages, puisque nous allons ouvrir très bientôt, je pense d'ici la fin de l'année, un nouveau site numérique de la bibliothèque de l'économie sociale qui reprendra, qui permettra de rassembler à la fois notre fonds en termes d'économie sociale, mais aussi celui du Centre Charles J du Crédit Coopératif et qui intégrera aussi un certain nombre de nos réalisations sur l'histoire de l'économie sociale. Donc on est toujours sur ce donner à voir de manière très large. Et puis le fait d'avoir travaillé sur cette bibliothèque nous a permis aussi de développer une autre fonction de cette bibliothèque, au-delà de la documentation et de l'actualité d'une documentation sur l'économie sociale et sur l'histoire de l'économie sociale. Nous avons aussi des fonds d'archives qui nous ont été déposés ou par des organismes importants de l'économie sociale, mais aussi par des personnalités qui ont joué un rôle important dans l'économie sociale, n'est-ce pas Thierry, et qui nous ont déposé leurs fonds. Et le fait d'avoir commencé ce déménagement nous a permis aussi de commencer à mettre en valeur une partie de ces fonds d'archives, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire cette exposition avec la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, puisqu'ils nous ont déposé leurs fonds d'archives et que nous avons découvert à cette occasion la richesse iconographique du fonds et commencé à travailler sur ce fonds. C'est une première étape dans le travail que nous réalisons avec eux. Donc, je profite de cette occasion pour les remercier évidemment de ce dépôt et de ce travail commun. Et nous continuons aussi à avoir une deuxième fonction qui est d'essayer de réfléchir aussi sur l'économie sociale, de produire un peu de matière grise. Et nous le faisons dans deux directions. La première, en capitalisant sur l'histoire de l'économie sociale. Nous avons maintenant un groupe d'historiens, un groupe de travail sur l'histoire de l'économie sociale et qui permet là aussi de rassembler un certain nombre de données et d'enrichir ces données. On a fait un colloque il y a 3 ans, on a fait un séminaire international l'année dernière, nous avons un nouveau séminaire qui commence cette année sur l'histoire de l'économie sociale. Et puis cette fonction de réflexion, elle s'exerce aussi dans une autre direction, qui est d'essayer de mettre en valeur la ligne
de l'histoire de l'économie sociale. L'économie sociale ne commence pas en 1970, elle a commencé plutôt un siècle auparavant, et elle ne s'est pas interrompue. Donc il peut y avoir des périodes plus ou moins riches sur les différentes composantes de l'économie sociale, mais c'est une période, sinon linéaire, tout au moins continue en termes de développement de l'histoire de l'économie sociale. Et puis la deuxième ligne de réflexion, c'est que l'histoire et l'ensemble des expériences peut servir à quelque chose sur le présent, peut servir à quelque chose sur les concepts qui ont été développés, les éléments de réflexion, les thématiques qui ont été débattues pendant l'ensemble de ces années et quelquefois sont assez proches de celles qui sont débattues aujourd'hui dans les cercles de l'économie sociale. Et puis, c'est aussi une occasion de capitaliser sur les succès et aussi sur ce qui a éventuellement un peu moins bien marché. Et le débat que nous allons avoir ce soir se situe sur gloire et reflux des coopératives de consommation. Et donc, c'est sur ce débat-là que nous allons pouvoir échanger maintenant. Donc, j'ai passé la parole à Olivier Munier, qui est le secrétaire général de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs et qui va animer l'échange de ce soir. Et je remercie nos interlocuteurs et nos intervenants en visio qui ont bien voulu nous rejoindre et les conditions techniques ont l'air de bien marcher. Donc, grand merci à eux d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. Lors de cette table ronde, nous allons essayer de croiser un certain nombre de points de vue pour comprendre et analyser ce qui s'est passé dans ces années-là, analyser les causes de cette chute, parce que c'est bien une chute brutale qui voit disparaître en quelques mois tout l'édifice bâti au cours des ans. Donc pour ce faire, 4 points de vue différents. Pour commencer, celui d'un historien, d'un éminent historien de l'ESS, directeur de recherche au CNRS, mais je ne citerai pas tous vos titres, Monsieur Dreyfus, de peur d'en oublier, simplement en précisant que vous êtes un éminent spécialiste de l'ESS et que dans ce cadre-là, votre éclairage nous sera précieux. Nous aurons ensuite celui d'un acteur engagé à la fois comme coopérateur et comme dirigeant d'une coopérative, Jean Grave, puisque à l'époque vous dirigiez Coop Atlantique et vous êtes co-auteur avec un certain nombre de dirigeants d'un rapport spécial fait pour le congrès de la FNCC en 1983 dans lequel vous dressiez déjà un certain nombre de pistes. Celui d'un sociologue spécialiste de la coopération, Jean-François Drapry, ancien responsable du Centre d'économie sociale du CNAM, rédacteur en chef pendant très longtemps de la RECMA et un acteur très pertinent de la vision des coopératives. Enfin, celui de Marcel Hitzmann, ancien membre de la délégation interministérielle à l'ESS entre 1983 et 2001, donc dans ces périodes qui est arrivé avec les problèmes des coopérateurs de Bretagne et qui avait suivi tout ce dossier au sein de la délégation avec d'autres personnes, mais je sais que Thierry Jantet, présent ici dans la salle, sera un auditeur attentif de la question. Avant de vous laisser la parole, sans aucune rigueur historique ni sociologique, je vous propose de nous remettre un peu dans le contexte de l'époque avec 2-3 points comme ça, histoire pour les plus anciens de revivre et peut-être pour les plus récents de se mettre dans un contexte de ce qui se passait dans ces années. La France est depuis 2 ans dans un dispositif de rigueur. L'inflation y est très forte, elle décroît, mais en 1985, elle est encore de 7%. Symbole d'une évolution ou d'un déclin de l'industrie, Manu France verra à la fin de l'année 85 sa disparition totale. C'est une étape de l'industrie française qui se tourne avec ce dossier emblématique. Pour autant, Airbus, qui était une société créée 10 ans avant et qui peinait à vendre des avions, commence à devenir un acteur significatif de l'aviation. Ariane,
est déjà un des acteurs principaux du spatial. Cette modernité qu'on voit dans ce changement s'exprime aussi par des objets du quotidien. C'est le début des téléphones mobiles, alors téléphone de voiture dans ces époques. C'est l'émergence de l'ordinateur individuel qui commence à rentrer et qui, quelques années plus tard, deviendra quelque chose avec lequel on évolue. C'est une époque aussi où la bourse se démocratise. Un exemple, les actions d'Eurotunnel s'arrachent et on est dans... Je vois le sourire de certains sur ce phénomène de ces actions, mais c'est quand même un phénomène de société qui émerge et qui est important à souligner. Côté distribution, le tableau est un tout petit peu plus contrasté. Malgré la loi Royer, quelques années, une dizaine d'années avant, qui réglementait l'implantation des grandes surfaces, le petit commerce a bien disparu. Il n'y a plus de stations-service où on est servi par un pompiste. Les détaillants en chaussures, en vêtements, en électroménager ont quasi complètement disparu pour laisser la place à des magasins gérés par les marques. Seules les librairies sont protégées par l'instauration en 1981 du prix unique du livre, qui existe encore aujourd'hui et qui continue à favoriser ce petit type de distribution. La mondialisation est à ses débuts, certes, mais elle laisse encore la place à des entreprises locales de petite taille qui peuvent encore, dans un certain nombre de domaines, rivaliser par leur qualité et leurs services avec des grandes marques. J'ai en tête quelques marques de chaussures de sport qui existaient encore à l'époque et qui étaient des acteurs significatifs sur le marché français, à côté des Nike et des Adidas, qui n'avaient pas encore le poids qu'on leur connaît. L'Espagne et le Portugal sont sur le point d'entrer dans l'Union européenne. Juste avant, ils ont dévalué leur monnaie de 25% pour être beaucoup plus compétitifs. C'est cette entrée d'un marché de mondialisation dans lequel on commence à faire produire ailleurs moins cher pour offrir un service et un pouvoir d'achat aux consommateurs qui prend le pas. Donc, vous le voyez, ces éléments sont d'un contexte qui donne un peu une idée. Dans la distribution alimentaire qui nous concerne, la concurrence est féroce, mais les COP sont à leur apogée. En 1984, c'est 17 coopératives régionales qui emploient 38 000 salariés dans 5 000 points de vente et réalisent un chiffre d'affaires de 31 milliards de francs. Certes, en 1982, il y a eu une liquidation, celle des coopérateurs de Bretagne, mais ça passe un peu comme un épiphénomène. Ils sont sur les terres de Leclerc, c'est une petite structure. Ça fait réfléchir quand même au niveau de la FNCC. Jean Grave pourra nous en parler, mais il est l'auteur avec un certain nombre de dirigeants de grosses coopératives d'un rapport qui est fait au congrès de la FNCC en 1983, qui analyse un peu ce qui semble émerger et qui est à observer de près. Voilà un peu la situation. En 1985, deux grosses coopératives déposent leur bilan. La Lorraine, qui est un poids lourd avec 25% du chiffre d'affaires du mouvement, puis le Nord, et par un effet domino, la majorité des coopératives disparaissent en quelques mois pour ne laisser plus que 4 coopératives qui ont survécu. Voilà la situation sur laquelle nous nous trouvons et sur laquelle nous attendons, messieurs, votre point de vue. Monsieur Dreyfus, en tant qu'historien, observateur attentif, avec un regard qui englobe plus largement l'ESS, comment analysez-vous cette chute d'un système qui a dépassé l'expérimentation, qui a prouvé sa viabilité économique, et par rapport à ce qui se passe dans d'autres secteurs de l'ESS, est-ce que vous avez une explication sur en quoi les coopératives de consommateurs ont failli ? Je vais essayer de répondre à votre question en rappelant d'abord deux choses.
L'historien n'est pas donneur de leçons, donc on va parler de choses pas forcément très agréables, mais bon, évidemment, je ne porte aucun jugement. Et par ailleurs, l'historien bénéficie d'un grand avantage, c'est qu'il connaît la suite de l'histoire. Il a le recul, donc évidemment, je pense que je n'aurai pas forcément les mêmes propos que les acteurs qui, eux, ont été confrontés à une situation extrêmement difficile. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit effectivement de la crise, vous l'avez dit, d'une organisation très ancienne qui avait quelques 3 millions d'adhérents en 1985 et qui a longtemps représenté depuis sa fondation en 1912, donc soit 3/4 de siècle plus tôt, la force principale du mouvement coopératif. Bon. Et bon, je ne vais pas faire son histoire parce que ce serait évidemment beaucoup trop long. Elle reste à faire très largement d'ailleurs d'un point de vue régional. J'attends toujours, par exemple, vous avez cité l'exemple de la Fédération de Lorraine, et ben, il y a des éléments, notamment publiés dans la RECMA, mais il n'y a pas d'histoire générale, pas plus que d'autres fédérations. Je reviendrai peut-être là-dessus. Bon. Et on voit donc effectivement cette FNCC, créée en 1912, s'effondrer en quelques mois en 1985. Bon, donc pourquoi un tel désastre ? Alors, comme vous l'avez dit, il y avait un certain nombre de difficultés qui avaient commencé à être pointées dans les années 70. Henri Desroches, qui suivait attentivement le mouvement coopératif, avait publié en 1976 un article un peu prémonitoire dans lequel il prévoyait tout ça. Mais on voit effectivement que tout explose en 1985 et de façon extrêmement rapide. On a un peu l'impression d'un colosse aux pieds d'argile. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a d'abord, je serai très bref là-dessus, le fait que le phénomène ne se passe pas seulement en France, mais touche largement une partie de la coopération européenne, du mouvement coopératif européen. Maintenant, si je regarde les causes spécifiques à la FNCC, je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a premièrement le fait que les prix de vente étaient devenus trop chers et que la FNCC et ses succursales ou ses fédérations ne pouvaient résister à l'adaptation et de la grande distribution et du commerce de détail. Donc un manque d'adaptation. Et cette caractéristique en entraîne une réduction des marges bénéficiaires, donc en fait une réduction de la ristourne qui était longtemps un des points forts du mouvement coopératif et qui perd tout à fait de son importance, et qui évidemment est beaucoup moins attractive pour les autres. Bon. Ensuite, il y a peut-être le fait que, toujours au niveau de la FNCC, on assiste, pour autant qu'on le sache, à une certaine différence entre l'effondrement, c'est-à-dire que les régions, les fédérations qui sont le plus attachées à l'idéal coopératif sont celles qui s'écroulent le plus, en quelque sorte, alors que celles de Strasbourg, celles de Saintes, par exemple, qui sont gérées par des managers, je ne sais pas si on disait comme ça à l'époque, je crois, enfin, peut-être même presque des technocrates, résistent mieux. Et donc on voit que de façon paradoxale, ce sont les régions où l'idéologie coopérative est la plus forte qui sont les plus touchées. Bon, et donc il y a une certaine sclérose. Est-ce qu'il faut parler de bureaucratie ? Je ne sais pas, mais enfin bon, il faut se poser toutes ces questions. Et enfin, le fait que la FNCC a renfloué depuis des années, a pris l'habitude de renflouer un certain nombre de groupements en difficulté, ce qui partait effectivement d'un bon sentiment, mais qui évidemment nourrissait un sentiment de responsabilité des groupements. Et la FNCC paiera, elle est là. Bon, sauf qu'au bout d'un moment, elle ne peut plus, effectivement, on ne peut plus continuer comme ça. Ça, ce sont des raisons, comment dirais-je, internes à la FNCC. Maintenant,
Je ne vais pas revenir sur le contexte économique, mais je vais un peu parler du contexte politique et je vais faire une comparaison avec une autre crise qu'a subi le mouvement coopératif en 1934. Alors vous allez me dire pourquoi ? D'abord parce que ce sont les deux seules crises qu'ont connues le mouvement coopératif. Et là, j'en profite pour dire que si on compare par rapport à d'autres mouvements sociaux en France, le mouvement syndical par exemple, on voit qu'il est parsemé, son histoire est parsemée de crises, alors qu'elles sont très rares dans le monde coopératif. Et de ce point de vue, la comparaison avec 1934 peut être intéressante parce qu'évidemment, il y a des différences énormes de situations desquelles je n'entre pas, mais il y a quand même des éléments de comparaison. Il y a d'abord le fait qu'en 1934, la Banque des coopérateurs de France a subi également une crise, a frôlé la faillite. Elle s'en est sortie finalement, elle s'en est forcée finalement, et cette faillite n'était pas due qu'à la France, cette faillite était aussi due à un environnement international difficile. Je pense à la Banque belge du travail qui a frôlé exactement la même année la faillite. Donc là, il y a une certaine similitude entre les deux situations. En revanche, là où les choses sont différentes, et là il faudrait peut-être insister sur ce point, c'est que l'environnement dans lequel est la FNCC en 1934 et en 1985 est complètement différent. En 1934, la FNCC fait partie, je résumerai, en amont un écosystème, une sorte de trépied, c'est-à-dire qu'elle est étroitement liée au Parti socialiste et à la CGT confédérée. Et à la CGT confédérée, un peu suivant le modèle belge, dont on a un peu parlé hier, qui fait que dans ce pays, le parti, le syndicat et le mouvement coopératif marchent ensemble. Ce modèle a relativement bien fonctionné, je passe sur les détails, mais en France, jusqu'en gros à la Libération. Et on voit qu'en 1934, la CGT, mais aussi le Parti socialiste, se mobilise pour sauver ce qui peut l'être. Et bon, ça se fait sous une forme de concordat qui permettra au mouvement coopératif de passer ce mauvais pas et de repartir. Et bon, les sommes seront remboursées effectivement à Libération, mais enfin bon, le mouvement coopératif peut surmonter cette situation. En revanche, en 1985, c'est différent parce que ce modèle du trépied s'est peu à peu estompé depuis la Libération, c'est-à-dire que sans éclat de voix, sans rupture, sans vaisselle cassée, mais le Parti socialiste, la FNCC et la CGT, et ensuite la Force ouvrière qui en est plus près, ont pris chacun leur distance. Certes, de façon, comment dirais-je, tout à fait paisible, encore une fois, il n'y a pas eu de rupture violente, mais enfin, on ne voit pas du tout, en 1985, cette mobilisation pour sauver la FNCC, et autant elle me semblait, épaulée en 1934, et cet accompagnement lui était profitable, il n'en est plus de même en 1985, et ce qui me semble, c'est qu'au contraire, la FNCC est complètement isolée, et cet isolement lui est en quelque sorte fatal, parce que personne ne vient en aide, personne ne vient à son secours. Je crois que quelques tentatives ont été faites du côté du gouvernement à l'époque, mais enfin sans résultat, et donc les choses, comment dirais-je, n'ont pas été plus loin, et je pense que cet isolement a contribué à la crise extrêmement violente, extrêmement profonde de la FNCC. Alors, j'ajoute une chose, c'est cet événement, les crises sont rares dans le monde coopératif et plus largement des mouvements d'économie sociale. Encore une fois, quand on compare au mouvement syndical, là on voit que les choses sont complètement différentes. Mais je dirais que la réunion de ce soir peut être intéressante dans la mesure où effectivement il faut parler de cette crise, et je conclurai simplement sur un point.
En 2012 a été on devait fêter le centenaire de la FNCC. L'événement est passé complètement sous silence. L'événement est complètement passé sous silence et cette occultation me semble dire extrêmement long sur le rapport que le mouvement coopératif avec sa propre histoire. Vous allez me dire que ce n'est pas suffisant. C'est quand même important parce que l'identité coopérative, l'identité d'un mouvement, c'est aussi connaître où il vient. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a fort à faire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Desrefus, pour cet éclairage. Vous avez dressé un certain nombre de pistes et je pense que ça tombe bien, elles vont pouvoir être reprises. Vous avez notamment évoqué l'aspect économique et Monsieur Grave, vous qui avez dirigé une des coopératives importantes, qui êtes un observateur avisé, un coopérateur engagé, quel élément vous pouvez nous donner un peu sur votre perception justement sur l'aspect économique à l'époque? Oui, en effet, en 1985, je suis président du directoire de COP Atlantique, qui est la coopérative régionale de Saintes. Voilà. Mais pas que. Pas que. Je vais parler de moi 30 secondes parce que ce n'est pas le sujet, mais il faut tout de même que je rappelle que j'ai été réviseur pendant 3 ans. J'ai donc fait le tour de France de l'ensemble des coopératives françaises, les petites, les moyennes et les grosses. Donc je connais bien le mouvement coopératif dans son tréfonds. J'ai travaillé à l'Union des travailleurs de Saint-Étienne, qui est devenue l'Union des coopérateurs de la Loire. J'ai travaillé à Rouen, dans les coopérateurs de Normandie. J'ai travaillé à Amiens, au coopérateur de Picardie, et à la coopérative de Saintes, devenue coopérative régionale. Donc je connais bien le tissu. Je dis ça parce que une partie des difficultés, je les connais de l'intérieur. Et c'est ce à quoi je vais parler maintenant. En 1985, les coopératives ont entre 120 ans et 140 ans depuis le commerce véridique et social de Lyon. Le mouvement, les coopératives ont connu, en gros, rapidement, 3 périodes. Celle de l'organisation du commerce de gros, du demi-gros et du détail. La deuxième, de la montée du succursalisme. Elles se sont bien habituées aux deux. Est arrivée la troisième, vers les années 65-70, création du libre-service, un petit peu avant même, création du libre-service, et montée en puissance du discount. Et les coopératives ont mal parcouru cette période. Mais je vais expliquer pourquoi. Il ne s'est pas adapté, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la montée en puissance, à côté des magasins de proximité, du supermarché et de l'hypermarché, a conduit le mouvement coopératif à créer à son tour des supermarchés et des hypermarchés. Mais pour gérer des entités confrontées à des gens qui ne font que des supermarchés ou que des hypermarchés, vous admettrez avec moi que les coopératives, c'est arrivé au casino de la même façon. Du reste, le casino, il a disparu ces jours-ci. Gérer ces 3 formules, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le magasin de proximité n'est pas celui du supermarché, et l'hypermarché, magasin d'attraction, c'est encore un autre métier. Donc les coopératives ont été conduites à gérer la complexité.
Ils se sont très bien adaptés au triple choix, à savoir que la distribution a découvert, connaissait les marques nationales, puis on a créé des marques propres, Casino et Coop notamment, et des produits premier prix, aujourd'hui. Mais le mouvement coopératif a très bien compris à l'époque ce que c'était. Donc on a très bien fait ça. Par contre, ce qu'on n'a pas bien fait, c'est qu'on s'est décalé au niveau de la compétitivité des prix. Et je vais expliquer pourquoi. Car c'est là le nœud du problème économique. Ce n'est pas un système coopératif. Ce n'est pas le système coopératif qui est en cause. Hein. C'est le comportement en matière de politique de prix. Alors, je voudrais faire mon intervention autour de deux pôles. Qu'est-ce qui appartient à la centrale d'achat et qu'est-ce qui revient au comportement des coopératives? Ce que je dis là ne me fait pas bien plaisir, n'est-ce pas? Mais en fait, j'ai toujours refusé jusqu'à maintenant de parler de tout ça. J'ai refusé aux Autrichiens et autres d'expliquer. Mais aujourd'hui, on est entre nous, donc on peut tous dire. Puis la période du deuil est terminée. Alors parlons déjà de la centrale d'achat. La centrale d'achat est une centrale d'achat. Regroupe les besoins des coopératives pour négocier avec les industriels. Mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi une centrale de production. Alors je vous pose la question. Comment on mène des négociations avec les industriels lorsqu'on est industriel soi-même? Donc la position de producteur centrale d'achat a conduit la centrale d'achat à ne pas bien négocier les conditions d'achat. Pourquoi? Parce que les industriels, ce sont les ententes occultes, ont tout fait pour pas bien négocier les conditions d'achat réservées aux coopératives. Donc si vous achetez cher, vous vendez cher. Ça n'a aucun rapport avec la qualité des négociateurs des coopératives. Mais c'est le parti pris essentiel de dire je suis industriel et en même temps je suis négociant. Industriel, on faisait des pâtes. Mais quand vous faites des pâtes, comment vous négociez avec Panzani, Rivoire et Carré? On faisait de la bière à Denain et à Strasbourg. Comment vous négociez avec Cronenbourg? Quand vous faites de l'huile à Yainville, comment vous négociez avec Le Sieur et Le Chat? Parce que l'huile, c'est aussi le savon. Quand vous faites du chocolat à Bègle, comment vous négociez avec Côte d'Or et avec Poulain? Quand vous faites des conserves de légumes à Roy et puis dans le Midi, comment vous négociez avec Casgrain et avec Dossi? Et quand vous faites des poissons, des conserves de poissons à Guilvinec, comment vous négociez avec Connétable et Petits Navires? Tout ça pour dire aujourd'hui, pour marquer que la distribution moderne, en dehors d'Intermarché, qui fait le poisson surtout, mais personne n'est industriel. Et faire le pari d'être en même temps industriel, le fameux maîtrise du circuit, c'est socialiste, n'est-ce pas, entre la production et la distribution, non. Ce sont des métiers différents, les enjeux sont différents. Et donc la dualité, enfin être en même temps industriel et distributeur, ça ne fonctionne pas. Donc notre centrale d'achat a été un bon industriel, sans problème, orgueilleux même, poussé en ça par le laboratoire coopératif qui ne ménageait pas ses critiques à l'interne sur la qualité des pâtes et sur la façon de concevoir la production. Mais quand on est industriel et qu'on a un laboratoire qui commence par être un censeur de votre propre production, ben vous faites de la qualité. Mais vous faites de la qualité, vous êtes dans le haut de gamme et ça ne correspond pas nécessairement aux besoins du marché. Donc cette dualité-là, moi je l'ai vécu de l'intérieur,
c'était condamné à terme. Donc 85, ce n'est pas une défaillance, c'est la fin d'un processus et d'une conception de la distribution. Je ne veux pas être trop long, maintenant je voudrais vous parler du comportement des sociétés. Les sociétés ont été confrontées à la diversification de leurs fronts de vente, magasins Coop, supermarchés, supérettes, hypermarchés. Difficulté, j'expliquais tout à l'heure, la difficulté de gérer différentes formes de distribution. Mais ce qui a été compliqué de faire comprendre, c'est la pratique des prix différentiels. Pourquoi? Parce que le prix du magasin de proximité, c'est le prix du dernier kilomètre. Il ne peut pas être le même que celui de l'hypermarché qui fait se livrer en palette. Et quand vous expliquez ça dans une coopérative en assemblée générale de section, je peux vous dire que vous n'êtes pas très populaire. Donc, de l'intérieur, les coopératives ont perdu les coopérateurs de nos coopératives qui sont confrontés aux offres du marché, ont perdu leur sentiment d'appartenance. Ils ont regretté l'inégalité de traitement. Ce n'était pas plus l'égalité de traitement des coopérateurs. Et l'image prix des magasins de proximité, prix du dernier kilomètre, expliquait que la référence Coop, c'était magasin cher. C'est encore aujourd'hui avec Monoprix et prix unique. Dans tous les sondages de prix, ils sont les derniers de la classe. Donc, la fin du système, les coopératives se sont plantées pour des raisons qui tiennent au choix politique de la centrale d'achat et de production et au comportement sur la politique de prix. Ça, c'est structurel. Et ensuite, vous avez le comportement des coopératives elles-mêmes. Et vous avez, je vais faire simple, deux sortes de coopératives. Vous avez les coopératives qui n'ont rien fait et celles qui en ont trop fait. Parlons de celles qui n'ont pas assez fait. Tout d'abord, il y a ceux qui n'ont pas revu leur politique, leur comportement en matière de positionnement de la ristourne. Vous en parliez, notre ami Dreyfus en parlait tout à l'heure. Ça a été le cas de Lorient, qui avait une politique orgueilleuse de ristourne, 4%, 5%. Mais ce n'est pas difficile de faire de la ristourne quand vous n'êtes pas dans le marché des prix. Donc, ça, inévitablement, il devait se planter. Deuxièmement, pour assurer les investissements pour financer un supermarché et surtout pour financer un hypermarché, vous ne pouvez pas être une petite structure. Et les coopératives ont eu du mal à se regrouper, à fusionner. Le mot fusion en congrès est un mot en révision aussi, quand je clôturais un rapport de révision en disant fusionner avec votre petit camarade d'à côté, ça ne marchait pas du tout. Et ça n'a pas marché, du reste. Donc, il y a eu déjà bien qu'on ait le mouvement ait créé la notion de coopérative de développement, ça n'a pas marché, ça n'a pas déclenché un mouvement rapide de concentration des forces coopératives. Il y a eu des fusions, bien sûr, mais il y a eu des fusions à contretemps. Je dis les mots parce que autrement on parle, mais je vais citer Valence a fusionné avec la Seine-sur-Mer. Mais c'est le problème des hommes. Au lieu de fusionner avec Saint-Étienne. Quand vous faites Valence, la Seine-sur-Mer, vous avez deux populations différentes, deux cultures différentes, et ce n'est pas les mêmes coopérateurs. Il fallait plutôt fusionner avec Saint-Étienne. Guéret a fusionné avec Saint-Étienne, alors qu'elle aurait dû fusionner avec Limoges. Quand vous faites le trajet Saint-Étienne-Guéret en camion pour livrer, quand vous
Quand vous connaissez la route, parce qu'il n'y a pas l'autoroute encore, ben, là, vous voyez la difficulté. Donc, il y a ceux qui sont mal regroupés. Et ceux qui ne sont pas regroupés du tout. Notre ami Jean-François, qui interviendra derrière moi, connaît bien le Nord. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, vous aviez 4 coopératives. Denain, Caudry, Coudekerque, Saint-Noble et Hénin-Beaumont, qui est une coopérative chargée d'histoire avec le Parti communiste et aujourd'hui avec l'extrême droite. Enfin, ça n'a aucun rapport. Hein. Mais enfin, c'est culturel. Donc, parce que Hénin-Beaumont n'a jamais fusionné avec les autres. Et les autres non plus. Mais si ce n'est que le fait que Denain, Caudry, Coudekerque, Saint-Noble et Hénin-Beaumont soient restés des coopératives à part entière, fait qu'il n'y avait plus pas un magasin coopératif à Lille. Donc comment voulez-vous que face à Auchan, comment voulez-vous que les coopératives se développent et que l'image prix puisse prospérer dans ce secteur-là? Donc ça n'a pas fonctionné. Donc les coopératives n'ont pas fusionné assez vite, ne sont pas regroupées assez vite. Pourquoi? Parce que les conseils d'administration, c'est des braves gens et qui tiennent et qui ont toujours voulu protéger surtout le personnel de leur coopérative. Ben voilà. Et vous avez celles qui ont trop fait. On parlait des coopérateurs de Lorraine tout à l'heure. Nancy a trop fait. La coopérative a créé un hypermarché par an pendant 3 ans. Je vous explique un peu. Vous créez un hypermarché. La première année, vous perdez 1. La deuxième année, vous gagnez 0. Et la troisième année, vous gagnez 1. Moralité, pendant 3 ans, vous avez gagné 0. Et quand vous faites ça 3 supermarchés en 3 ans, ça fait de la casse. Et quand vous n'avez pas les reins solides, assez solides, eh ben, vous vous plantez. Et les coopérateurs de Nancy se sont plantés parce qu'ils ont eu un développement trop rapide, avec des bases financières pas assez solides. Donc ils sont plantés pour ça. Ça a entraîné l'inquiétude des assurances crédit, etc. Bon. Autrement dit, vous voyez que les coopératives se sont plantées parce qu'elles n'ont pas fait, ou pas assez, ou trop. Alors je vous rassure, il y en a encore qui existent. Mais celles qui existent, alors là, elles ont fait juste ce qu'il fallait. Mais quand vous dites ça dans un amphithéâtre à Paris-Dauphine, vous ne faites pas un tabac. Mais c'est pourtant vrai. La gestion des entreprises est une gestion prudente. Ce n'est pas une aventure. Et il faut savoir dire non. Je n'ouvre pas. Et il faut savoir dire là, je fais tout pour investir. Donc les coopératives, vous parliez de Strasbourg et de Saintes tout à l'heure, mon ami Dreyfus, c'est peut-être des gestionnaires, mais il y a des gestionnaires qui sont encore en vie aujourd'hui. Ils ont changé d'alliance. La coopérative de Saintes a montré l'exemple, a changé d'alliance avec le groupe du Printemps, a changé d'alliance avec Carrefour, et aujourd'hui s'est allié intelligemment avec une coopérative de commerçants qui s'appelle Système U, et la coopérative de Saintes, le COP Atlantique, fonctionne bien, voilà, et bénéficiaire. Voilà, je crois, de mon point de vue, les raisons structurelles et les raisons de comportement qui expliquent que des coopératives se sont plantées. C'est la fin d'une aventure de 120-140 ans, mais il existe aujourd'hui encore des coopératives et qui sont restées, je peux le témoigner, parce que j'ai vécu 85 douloureusement, qui sont restés coopérateurs. Parce que
les difficultés, il faut savoir les expliquer. Et on les a expliquées aux coopérateurs de Saintes, avec l'avantage que la coopérative a choisi, de mon point de vue, un système de gestion adapté aux coopératives, qui est celle du directoire et du conseil de surveillance. Parce qu'on a là, ce n'est pas le conseil d'administration, mais on a un auditoire important qui est le conseil de surveillance et qui a la main sur un directoire, mais ce n'est pas elle qui gère. Donc c'est ça, la coopérative de Saintes fonctionne et fonctionne encore aujourd'hui. À mon avis, c'est grâce à la formule de la séparation des pouvoirs, du contrôle et de l'exécutif. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire ici sur... et j'en termine sur cette parole d'espoir, parce qu'il y a encore de la place pour les coopératives de consommateurs, et il y a à nouveau une nouvelle place pour des nouvelles formes de coopératives, qui sont des petites coopératives locales, la Louve, etc., qui n'ont pas d'influence nationale, etc., mais qui recommencent l'histoire. Donc on a devant nous une nouvelle histoire coopérative. Voilà, mes chers amis, j'ai dit. Merci infiniment, Monsieur Grave, pour ce témoignage d'une période dont on sent que vous l'avez vécue et qui reste assez forte sur cet aspect. Vous avez bien insisté sur le côté coopérative, sur ce qui s'est passé, sur les différents éléments, mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé. Je me retourne vers Jean-François Drapry, c'est le coopérateur. Peut-être dans ce mouvement qui a su innover, qui a su répondre à des besoins, qui s'est trouvé dans un marché concurrentiel, il y a eu de nouvelles réponses apportées par le marché, il y a eu de nouvelles attentes. Et comment on peut essayer d'analyser ce qui s'est passé au regard aussi sur cet aspect sociologique qu'est le vôtre, de la réponse aux besoins qui étaient faits par les coopératives et les attentes des consommateurs. Merci Olivier. Je ne sais pas si je vais répondre à la question telle qu'elle m'est posée et je ressens toute la difficulté d'intervenir après Jean Grave, d'autant qu'il a dit beaucoup mieux que je ne l'aurais dit certaines choses que j'avais préparées. Donc je vais les redire quand même un peu à ma façon. Tout d'abord, effectivement, bon, j'ai commencé par regarder les analyses qui avaient été produites. Alors, Michel a rappelé ce qu'avait dit Henri Desroches au colloque de Fontainebleau en 1976 avec ces deux utopies sombres et noires et roses, et où il liste déjà, donc une dizaine d'années avant, les raisons pour lesquelles l'histoire pourrait mal se terminer, effectivement. Et donc, il dit la concurrence croissante des grandes firmes. Il parle de la prolifération d'associations de consommateurs qui dénient aux coopératives la double qualité et la refoule ainsi un organe de vente. Donc évidemment là c'est très différent de ce qu'a dit Jean, mais quelque part ça renvoie au fait que les coopératives étaient à la fois productrices et distributrices, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'il y avait une production importante, eh bien voilà, les placer dans une situation un peu plus complexe. Desroches rappelle la récession économique, l'implantation inégale de coopératives dans certains grands ensembles urbains, l'évolution de la diminution en tout cas de la part du poste alimentaire dans le budget familial et l'augmentation donc des autres postes sur lesquels les coopératives n'interviennent pas. La faiblesse de l'intercoopération entre les différentes familles coopératives, quand on ne dit pas qu'il y a un affrontement parfois, et puis aussi la dimension industrielle qui a été atteinte par les coopératives et qui les clive un peu de la participation des usagers. Donc, à rappeler également Jean Grave. En Angleterre, Ted Stephenson
rappelle après on a plusieurs analyses qui disent à peu près toutes la même chose, c'est-à-dire l'insuffisance de qualité, l'insuffisance des capitaux, le fait que la COP prend soin de vous du berceau à la tombe, c'est-à-dire elle intervient à tous les niveaux, l'identification qu'a rappelé Michel par rapport avec la coopération belge, en tout cas à la classe ouvrière ou au parti ouvrier en Belgique, c'est-à-dire une alliance importante entre partis politiques, syndicats et coopératives, qui est moins vrai en France, mais qui joue quand même un certain rôle. Un comportement défensif quant à la complexité des enjeux avec la concurrence des firmes. Bon, etc., etc. Robert Chédouy en Autriche fait une analyse un peu comparable, c'est-à-dire qu'on met en avant la dimension économique en disant les COP se considèrent d'abord comme un mouvement politique, alors qu'elles sont à faire face à une réalité économique, bon voilà, avec l'idée selon laquelle elles ne seraient plus adaptées. Même Jacques de Fournier en Belgique dit elles n'ont pas su résister à l'ascension inexorable des grandes surfaces, l'absence de vision stratégique, etc., etc. Et voilà. Donc moi, donc après avoir fait ce tour d'horizon et avoir essayé d'explorer le mouvement coopératif, effectivement, je me suis pas souvent retrouvé dans ces explications. Parce que, et Jean Gras vient de le souligner, si on compare ce qui s'est passé dans le Nord, c'est-à-dire les deux grandes faillites de l'été 85, c'est-à-dire les coopératives du Nord et puis de Lorraine, les raisons sont quasiment inverses. C'est-à-dire effectivement que dans le Nord, je l'ai bien vécu puisque je suis originaire du Nord et que je connais bien la fédération, la coopérative ESCO et Sambre, qui est à Caudry. Eh bien, il y avait les magasins de proximité étaient intouchables, c'est-à-dire ils avaient une carte dans le bureau. Je me souviens très bien, dans le bureau, il y avait une carte de toute la région qui allait de Cambrai, Valenciennes, Fourmies, tout l'est du Nord et le nord du département de l'Aisne. Et il fallait des COP. Il y avait des COP dans tous les villages. Et évidemment, on n'allait pas faire des hypermarchés en tout cas dans un premier temps, ça a été, on va pas ruiner tous nos efforts, tous les efforts qu'on a pu faire et toutes ces personnes. On avait monté des brasseries, on avait monté des boulangeries. Il y avait un énorme travail. Et donc, quand à un moment donné, on se rend compte qu'il faut aller vers les hyper, eh bien, Mammouth écrase les prix, hein, et il est trop tard. Alors que en Lorraine, eh bien, Jean Grave a dit, on a eu une fuite en avant, en quelque sorte, vers les hypermarchés. Et donc, ce sont des raisons finalement inverses. Mais peut-être que ces deux raisons se retrouvent autour de ce qu'a dit Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était des régions où l'esprit coopératif était très fort, hein, et où c'est pour les mêmes raisons qu'on s'était engagé dans des voies différentes. C'est possible. Ça, Jean Grave le sait sûrement. Mais en tout cas, ce dont ça témoigne, c'est qu'il y avait une analyse de la situation qui était maîtrisée. Il y avait un énorme travail qui était fourni. Moi, j'ai lu les comptes rendus des congrès. On voit les rapports de Lacroix en particulier, mais pas uniquement, de très nombreuses interventions qui montrent qu'il y a une réflexion très approfondie, mais que il y a quelque chose qui échappe. Et donc, peut-être avant d'y venir, je dis encore une chose. Effectivement, j'avais fait un travail avec COP Atlantique à Saintes, et où des anciens membres du conseil de surveillance m'avaient dit exactement ce qu'a dit Jean Grave tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il y avait un directeur avec un conseil de surveillance avait sauvé la coopérative de Saintes, parce qu'il y avait eu ce contrôle en fait par les directeurs. Plus c'était la réunion de Saint-Junien, Limoges, Périgueux et Saintes. Et donc, les équipes étaient restées, les directeurs étaient restés, avaient gardé du pouvoir et donc avaient contrebalancé en quelque sorte la dimension politique, si je peux le dire un peu rapidement. Voilà. Et néanmoins, ce dont on se rend compte aussi, c'est que, alors, la coopérative de Saintes prouve qu'il y avait une voie possible, mais comme en Allemagne, il y a eu une ou deux coopératives qui ont subsisté, Dortmund, je crois, ou Hambourg, je sais plus, mais quand même pour l'ensemble, que ce soit en Hollande,
puis en Allemagne, puis en Grande-Bretagne et en France, eh bien, il y a eu le même sentiment. Il y a un économiste qui écrit ça, le sentiment de la fin du monde, quand il y a eu cet effondrement. Et je crois que si on regarde d'un peu plus loin et sans trahir ce qu'ont dit Michel et Jean, je crois qu'il y a derrière le basculement du monde en quelque sorte et donc d'un rapport à la consommation et qui est inéluctable en quelque sorte et que il fallait être vraiment très averti pour pouvoir se trahir un peu sans se trahir totalement, si je le dis comme ça. C'est-à-dire que il fallait prendre suffisamment de distance par rapport à l'utopie coopérative dont Charles Gide avait dressé le, le, le projet en 1889, bon voilà, et donc qui avait donné un espoir extraordinaire. Mais le monde avait changé et donc il fallait vraiment être extrêmement avisé pour pouvoir. On n'est plus dans l'idée qu'on va euh, prendre le pouvoir sur l'ensemble de la distribution et en même temps ne pas changer complètement les règles. Donc, c'est pourquoi je suis très sensible à ce qu'a dit Jean Grave, parce que la coopération, l'esprit de coopération est resté, et il fallait simplement qu'il évolue suffisamment, mais pas trop. Voilà. Donc et parce qu'il y a eu un changement radical des modes de consommation. On est passé, les coopératives, quand elles se créent autour des boulangeries, souvent, hein, en tout cas dans le nord de la France, et puis après le pain et les pommes de terre sont l'essentiel de l'alimentation, eh bien, ce sont les besoins fondamentaux qui sont servis. Et dans les années 80, on n'en est plus là. Il y a eu les 30 glorieuses, et même si on est dans une période de stagflation, effectivement, il y a eu l'inflation puis la stagnation dessus, eh bien, néanmoins, il y a une aspiration à servir des besoins qui sont d'une toute autre nature. Et donc, il fallait pouvoir dire, eh bien, il faut suivre les consommateurs, mais pas totalement non plus. Voilà. Donc, et je vois, moi, je suis membre de la coopérative de Saintes actuellement, de COP Atlantique, et eh bien, je le dis, c'est pour la petite histoire, mais c'est pour vous dire à quel point COP Atlantique a réussi à garder cet esprit de coopération, alors que c'est toujours une très grande coopérative, avec plusieurs centaines de milliers de membres et quelque chose comme 200 magasins, dont pas mal d'hypermarchés entre la Loire et la Garonne. Eh bien, moi, je me suis inscrit, on s'inscrit dans un magasin, dans un petit supermarché à Montmoreau. Eh bien, je reçois régulièrement sur mes mails des offres qui sont de commerce de proximité, de boucherie, par exemple, d'un éleveur de proximité, etc. Donc, en circuit court, exactement comme on pourrait le faire dans une NAMAP, sauf que là, on le fait dans une très grande coopérative. Une grande coopérative, ce qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui subsiste du projet coopératif de la FNCC. Donc on n'est pas dans la première, on n'est pas dans la première phase, quoi, hein, qu'a souligné Jean Grave tout à l'heure. Voilà. Donc néanmoins, voilà, le monde a changé et c'est sûr que on ne peut pas être étonné qu'une bonne partie des coopératives n'ait pas pu se transformer suffisamment, accepter les fusions pour s'adapter à ce bouleversement. Et si je fais une comparaison un petit peu osée, on peut le voir aujourd'hui avec les associations de la loi 1901 qui se trouvent de plus en plus dans les secteurs, dans le secteur sanitaire et social, le secteur social par exemple, ou culturel, et bien qui se trouvent mises en concurrence, alors qu'avant elles touchaient des subventions, comme chacun sait, maintenant elles sont dans des appels d'offres concurrentiels, et néanmoins elles ont beaucoup de mal à fusionner, elles ont beaucoup de mal à travailler entre elles. Et donc la tentation c'est presque plus facile que de se mettre en concurrence qui va occasionner des pertes plutôt que de s'allier parce que
comme l'a dit Jean Grave tout à l'heure aussi, il y a des cultures coopératives qui sont spécifiques, il y a une infinie diversité des coopératives, même quand on est dans le même secteur, et que évidemment c'est très très difficile de fusionner. Voilà, je sais pas ce que je crois que je peux m'arrêter là. Ouais, il y a beaucoup à dire, mais peut-être on pourra reprendre tout à l'heure. Merci Jean-François. Monsieur Hipsman, dans ce monde qui a changé, que décrit Jean-François Drapry, vous êtes à cette époque membre de la délégation interministérielle à l'ESS. Comment vous vivez cette période et comment vous gérez ce dossier au niveau de la délégation? Oui, avant de vous répondre, je voudrais féliciter en tout cas les organisateurs de cet événement qu'on attendait depuis 40 ans. Et donc, j'espère qu'il donnera l'envie à des chercheurs, à des universitaires ou d'autres d'approfondir cet événement survenu dans une période dont Olivier Munier a tracé les grandes lignes. Michel Dreyfus nous a rappelé le contexte historique et Jean Grave les raisons qui, selon lui, ont amené à la catastrophe. Et je ferai un seul reproche aux organisateurs, c'est que je crois que l'exposé de Jean Grave aurait mérité d'occuper toute une soirée, tant il est pertinent et il ouvre vraiment des discussions très importantes. Pour en venir au rôle de la délégation, elle venait d'être créée en fait, et nous sommes tombés tout de suite sur ce qu'on peut qualifier d'une catastrophe, économie sociale, alors même que nous étions une toute petite équipe, à peine 10 personnes, y compris le secrétariat et le délégué de l'époque, et que nous avions par ailleurs à construire toute une infrastructure, tant au plan législatif, c'était le cas de la première loi d'économie sociale, que l'organisation d'un réseau de correspondants, le vote d'un certain nombre de lois, d'outils financiers, l'IDES, le titre participatif. Donc une époque extrêmement riche et active pour une équipe quand même très, très ramassée. Alors comment sommes-nous intervenus ? Eh bien nous étions ce qu'on appelle une administration de mission, que d'ailleurs le secrétaire général du gouvernement, Benoît de Saint-Marc, avait qualifié d'administration éphémère. C'était pas totalement inexact compte tenu des tribulations qu'a traversé la délégation. Nous avons un délégué aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous avons une délégation, je crois même que nous n'en avons pas. Mais ceci dit, notre rôle, nous avons été impliqués pleinement dans ce problème qui s'est posé à nous, qui se posait évidemment aux acteurs. Et notre rôle, ça a été un rôle d'accompagnement. Il est évident que ce n'est pas nous qui pouvions sauver la FNCC ou les coopératives de consommation. Les décisionnels se trouvaient au gouvernement, chez le Premier ministre, et particulièrement au ministère des Finances, au ministère de l'Emploi, qui étaient les deux grands sujets que soulevait cet événement désastreux. Et donc notre rôle, c'était d'accompagner, d'appuyer, de soutenir les démarches. Et nous avons accompagné certains des dirigeants dans leur
entretiens avec les cabinets ministériels, les services, la délégation à l'emploi, le Trésor, et même le ministre. Thierry Jantet se souvient d'une entrevue avec Jacques Delors dans son magnifique bureau donnant sur la Seine. C'était au Louvre. Et nos discussions avec son cabinet, avec Lagayette, avec De Foucault, qui était en charge de ce dossier, ou avec Jean-François Gutmann. Alors, j'avais prévu pour donner une indication de citer des exemples, mais ça va être difficile dans le temps qui m'est imparti. Et effectivement, s'agissant d'événements très anciens dont, évidemment, je n'ai conservé que des souvenirs lacunaires, je me suis reporté à des notations, pas des notes, que j'avais prises au cours d'entretien. Et j'ai noté que sur cette période de 83 à 86, il y a eu plus de 15 réunions qui ont été consacrées soit exclusivement aux coopératives de consommation, soit en grande partie, ce qui est quand même considérable. Je n'ai pas essayé de chiffrer ça en nombre d'heures, mais c'était quelque chose d'assez important. Alors, évidemment, notre action n'a pas abouti au résultat recherché, puisque ce résultat dépendait de négociations longues et difficiles avec principalement le Trésor, donc le ministère des Finances. Je dois dire, d'ailleurs Jean Grave doit s'en souvenir, on l'a accompagné avec, je me souviens d'une réunion à laquelle participait également Jean Lacroix. Rogimbaud aussi a participé à certaines de ces réunions. Et je dois dire que ce qui n'a pas toujours facilité ces rapports, ça a été quelquefois ce qu'on peut considérer comme des tergiversations des dirigeants, et quelquefois même, m'a-t-il semblé, mais Jean Grave pourra me démentir, des dissensions. Ce qui a eu pour effet, évidemment, d'agacer un peu les partenaires ministériels. On le comprend. Et donc, tout cet accompagnement qui a été, donc, je veux dire, constant pendant toute cette période. Et donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a évoqué Jean Grave. Effectivement, on a reçu, par exemple, les syndicats des coopératives du Nord, qui étaient une des plus affectées. On a eu des contacts extrêmement variés, y compris avec les conseils régionaux, les conseils généraux qui étaient directement concernés, notamment par rapport au problème de l'emploi. Donc il y a eu toute une série. Et puis on a eu aussi beaucoup de discussions qui se sont déroulées soit à la délégation, soit dans d'autres lieux, avec les partenaires de l'économie sociale, notamment les banques, le Crédit Coopératif, la BCCM, la Banque Centrale des coopératives et des mutuelles, d'autant que ces discussions étaient très ardues, puisque une des conditions à une aide, un soutien financier, évidemment, notamment, et de très grande ampleur du ministère des Finances, c'était que les coopératives, de leur côté, soient à même de rassembler des ressources qu'elles contribuent de façon importante au plan de redressement. Il y avait un plan de redressement qui a été en discussion pendant un an ou deux. Et l'un des moyens de réunir ces ressources, c'était d'une part, évidemment, de disposer de toutes sortes d'actifs, immobiliers notamment,
Et la banque, la BCCM était aussi un de ses actifs, et ses actionnaires certains de ses actionnaires étaient quand même assez désireux d'en prendre le contrôle. Je pense notamment à Michel Barouin, qui a joué quand même un rôle assez important, au moins sur ce plan-là. Ces discussions, ça a été rappelé, effectivement, les coopératives de consommation, c'était un univers. Et c'était aussi... il y avait des instruments de production, conserverie, torréfaction, j'en passe, et beaucoup d'autres. Et donc, beaucoup d'actifs dont il fallait voir dans quelles conditions ils pourraient, en tout ou en partie, être vendus, cédés, de façon à rassembler les moyens qui permettraient au pouvoir public d'estimer que la FNCC avait fait de son côté ce qu'on attendait d'elle. Bon, il y avait aussi tous ces problèmes de fusion. Il y avait toute une série d'interlocuteurs. Et je dois dire, on a parlé de l'isolement des coopératives de consommation, c'est tout à fait exact. Et en fait, les acteurs coopératifs importants, j'ai parlé des banques, mais il y avait aussi les mutuelles. On ne peut pas dire que finalement elles ont déployé tous les efforts, mais peut-être était-ce aussi un problème de confiance. Confiance dans la capacité de la FNCC à conduire ce redressement aux coopératives, à faire ce qui était attendu d'elles. Bon, bref, les efforts que nous-mêmes nous avons déployés, en les accompagnant, en essayant d'intéresser nos interlocuteurs administratifs, ministériels et autres, n'ont pas abouti. Et la catastrophe s'est produite. Alors, il y a juste, pour finir, il y a un aspect qui est très peu connu, mais que j'aimerais quand même aborder, c'est que il y avait d'autres coopératives que les 5 ou les 4 ou 5 grandes coopératives. Et je pense en particulier à des coopératives importantes qui sont les coopératives d'entreprise. Et notamment à la coopérative des PTT, qui avait quand même 200 000 adhérents, avec lesquels nous avions des contacts pratiquement depuis l'origine. Et au moment de l'écroulement, disons, de la structure fêtière, Roland Massard, qui était le président de ces coopératives, et qui, lui, avec d'autres coopératives, était très attaché au maintien de ce réseau, de cette organisation, avait tenu des réunions avec plus de 200 coopératives. Là-dedans, il y a des coopératives... il y avait des coopératives d'administration importantes, il y avait des coopératives d'entreprise aussi, Total par exemple. Tous ces gens-là, réunis par Massard, étaient inquiets de la suite, puisque la FNCC leur apportait quand même toute une infrastructure au point de vue... légal, je veux dire juridique et d'autres domaines. Et donc, Massard avait essayé de rassembler. Il y avait la CAMIF aussi, qui était quand même 600 000 adhérents, c'est pas rien. Et donc, il y a eu cette tentative pour réunir tout cet ensemble de façon, d'une part, à avoir voix au chapitre, à essayer d'être un interlocuteur vis-à-vis de
de la structure fêtière, et en même temps d'envisager comment toutes ces coopératives pourraient continuer disons, à exister et dans des conditions satisfaisantes. Bon, donc, la CAMIF est toujours là, mais elle n'est plus sous l'emblème coopératif. Donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, je le disais au début de mon propos, la catastrophe est arrivée, le silence s'est abattu. Plus personne n'en a parlé. Silence total. Aucun chercheur, à quelques exceptions près, comme Jean-François, qui a produit un petit livre et qui a produit un certain nombre, qui a produit des articles, mais à l'ADES, j'ai regardé rien. À l'ARECMA, il y a l'article de chez Vidi, d'accord, mais on parle beaucoup des coopératives suédoises, des coopératives d'autres pays, mais sur la FNCC, l'embargo total. Et donc, j'espère que cette soirée est le signe d'un renouveau, d'autant plus que se lèvent des vents nouveaux et favorables. Merci beaucoup. J'ai bien conscience du rôle très difficile qu'est le mien d'essayer de maintenir un peu l'horaire. On a une richesse qui mériterait des débats, mais je vois Michel Dreyfus qui me fait signe depuis un moment, qui veut réagir sur un point. Je vous propose de le faire, et puis peut-être après de laisser la parole à la salle, parce que nous avons besoin de reprendre du temps entre vous quatre pour refaire ce débat et y passer plus de temps. Très rapidement, pour aller dans votre sens et pour pousser un peu plus la comparaison avec les situations de 1934. Je le répète, en 1934, il y avait ce trépied dans lequel coopérateurs, syndicalistes, CGT Confédéré et Parti Socialiste constituaient un ensemble qui est venu, et il y a eu un appui politique, en particulier de Paul Ramadier, qui était très important et qui a permis le sauvetage. Je pense qu'il n'y a pas eu cet appui politique en 85. Il n'y a pas eu cet appui politique en 85 parce que, encore une fois, la FNCC vivait dans un isolement avec le Parti socialiste et aussi avec les syndicats, surtout Force ouvrière. Je laisse de côté la CGT parce que la CGT à l'époque était à direction communiste, donc très unie tout ça. Et j'ajoute un dernier point. Vous avez fait allusion à d'autres mouvements de l'économie sociale. C'est parfaitement juste, mais à l'époque, on est en 1985, je ne vais pas faire une histoire des mouvements d'économie sociale. Je dirais simplement qu'ils ont vécu depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 70, à la fin des années 70, complètement séparés. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les mutuelles, de l'autre côté les coopératives et de l'autre les associations. Alors, les mutuelles ne sont pas du tout occupées de la FNCC en 1984. En 1985, il commence à y avoir un rapprochement, mais il est à peine esquissé. Donc les difficultés que vous soulevez et qui ont été réelles viennent du fait qu'il y a tout ce passé extrêmement long de séparation, de clivage, et qui sont très loin d'être surmontés. On est encore au début d'un processus qui n'est pas fini aujourd'hui. Donc, je pense qu'en 1985, il n'était pas possible d'avoir un soutien de l'ensemble des mouvements d'économie sociale, comme on pourrait le penser aujourd'hui. Oui, un petit mot pour compléter ce que Marcel disait. D'abord, je crois qu'il faut effectivement remercier l'ensemble de nos orateurs qui ont fait des exposés extrêmement concrets et très nourris, qui obligent à réfléchir et à reprendre peut-être ce dossier pour nourrir l'avenir aussi. Moi, Marcel me demandait quel était mon souvenir de ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai participé aux réunions avec Jacques Delors,
avec son cabinet. Et j'ai essayé de rafraîchir ma mémoire en parlant avec Patrick Peugeot, qui était aussi du côté du ministère, avec Jean-Baptiste de Foucault, il y a quelques heures. Moi, d'abord, je me rappelle d'une chose qui nous avait beaucoup frappé avec Pierre Roussel, le délégué interministériel, qui avait un grand mérite à mener la barque avec nous. On avait été très frappés parce qu'à un moment donné, je prends simplement un exemple, mais il y en a eu d'autres. Il y a des jeunes gens qui sortaient de belles universités ou écoles de commerce qui étaient venus, qui avaient mis au point un système de gestion des stocks très performant. Et ils étaient venus nous voir en nous disant on aimerait présenter ça à la FNCC parce que ça correspond à nos idées politiques. Et donc on envoie le dossier à 2 dirigeants éminents de la FNCC qui nous répondent, à Pierre et à moi, on n'a pas besoin de les recevoir, nous on sait tout ça. Donc refus même de les recevoir, en disant, voilà, grosso modo, on n'ouvrira même pas le dossier. Et ça n'a pas été le seul élément qui nous avait surpris et inquiété. Le deuxième souvenir que j'en ai, je ne fais que compléter ce qu'a dit Marcel de manière très juste et très bien décrit, ça a été face à Jacques Delors et au cabinet et aux autres ministères, le sentiment de ne pas savoir la vérité des vérités, avec ce sentiment que les chiffres changeaient presque d'une semaine à l'autre, en s'aggravant comme vous pouvez l'imaginer, et avec un énorme problème de confiance qui amenait le ministre, qui au début avait examiné ce dossier avec, je dirais, une sympathie évidente, avec une volonté de trouver des solutions, on sentait que Jacques Delors perdait confiance, effectivement, et son entourage aussi, et ça devenait de plus en plus irrémédiable parce qu'effectivement les données changeaient d'un moment à l'autre. Presque, je caricature, mais c'était quand même ça le sentiment, et je confirme ce que l'autre sentiment que nous avions, et Marcel l'a exposé, c'est qu'il y avait des divergences. Il y avait des dirigeants qui étaient clairs dans leur démarche. Il y en a un qui s'est exprimé tout à l'heure, Jean Grave, clair dans leur démarche, et d'autres moins, si je puis me permettre. Et donc ça a créé aussi un sentiment de flou. Ça explique une bonne partie de la raison pour laquelle finalement il n'y a pas eu soutien. Parce qu'il y a eu le sentiment du côté du ministère de l'économie et des finances que ça n'allait pas servir à quelque chose. Au fond, c'était trop tard. Voilà. Alors c'est peut-être injuste, hein, mais c'est véritablement ce que nous avons vécu, et nous l'avons vécu comme une catastrophe au moment où, comme Marcel le rappelait, nous avions apporté aussi d'autres dossiers. Le souvenir aussi que j'ai dans le temps, si vous me permettez, c'est que quand Jacques Delors disait « mais attendez, vous allez mobiliser vos coopérateurs », il n'y avait pas vraiment de réponse sur le sujet, il n'y avait pas de réponse en tous les cas suffisante, alors que quand les coopératives de consommation italiennes ont traversé une crise grave et ont demandé aux coopérateurs de mettre la main à la poche, ça s'est passé. Et aujourd'hui, vous savez que les coopératives de consommation de consommateurs italiennes sont assez puissantes. Il y a eu la même chose au Royaume-Uni. Quand les coopératives du Royaume-Uni ont été menacées parce qu'il y a une faille dans la loi anglaise sur les coopératives de consommateurs, il y a eu une tentative d'achat brutal, j'appelle ça comme ça en résumé. Il y a eu une tentative de mainmise, hein, de la part des concurrents traditionnels sur la coopération de consommation. Les dirigeants des coopératives, de la coopération de consommation, de consommateurs plutôt, du Royaume-Uni ont demandé aussi aux membres de mettre la main à la poche, ce qui a été fait. Alors, donc j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, en brutalisant et en résumant de manière peut-être excessive, hein, qu'il y avait un problème de forteresse du côté de la FNCC, et du coup, je dirais peut-être de crispation et donc
peut-être de refus de la modernité, de percevoir toutes les modifications que Jean Grave a très bien décrites tout à l'heure et qui ont été effectivement, à elles, prises en compte par la coopération de Loire-Atlantique, comme il le disait tout à l'heure. Et puis, ce sentiment que finalement, il y avait une sorte de coupure avec le monde des coopérateurs de base. Voilà. Alors, il faudrait que je reprenne tous mes dossiers, mais en ce moment, je les ai confiés à classer au CEDIAS, et donc il faudra que je m'y replonge un jour. En tout cas, merci beaucoup aux organisateurs. Merci. Je vais peut-être inviter Jean Grave sur ces interventions, si vous le souhaitez, Monsieur Grave, à vous donner votre position d'acteur, parce que ces éléments forts qui ont été donnés sur les divergences, vous les avez évoqués sur les stratégies, sur cette absence de confiance, sur le soutien des coopérateurs. Peut-être si vous avez un éclairage à donner pour soit compléter, soit infirmer, soit donner une vision différente de ce point. Oui. La difficulté de cerner le comportement des coopératives tient au fait que il n'y a que des coopératives. Je m'explique. À savoir que les coopérateurs du Nord, c'est pas les coopérateurs de Saintes. Les gens ne sont pas les mêmes. Je les ai connus. Les Normands, c'est pas les mêmes. Et en Normandie, Rouen, c'est pas la Manche. La population, les coopératives, ce sont des sociétés de personnes. Ce ne sont pas des sociétés de capitaux. C'est un homme, une voix. Et tous les gens, c'est une voix. Et lorsqu'on est autour de la table, tout le monde a une voix. Point final. Donc la majorité, c'est une majorité d'hommes. On voit ça dans la démocratie. Donc le problème de la coopérative, des coopératives, c'est un problème du fonctionnement démocratique de la prise de décision à l'intérieur. C'est pour ça que j'en reviens à mon histoire de la séparation des pouvoirs entre conseil de surveillance et exécutif. Montesquieu, il l'a dit avant moi. Voilà. Mais si j'ai bien compris, maintenant nous voilà chargés de deux sujets. Le premier sujet, c'est pourquoi les coopératives se sont plantées. Et deuxième sujet, pourquoi les pouvoirs publics ne sont pas intervenus. Mais c'est deux sujets différents. Jean-François, peut-être une réaction sur cet aspect ? Jean-François, tu n'as pas ton micro. Pardon. Oui, merci. Merci, Olivier. Non, c'est plutôt une question parce qu'en fait, c'était bien Pierre Bérégovoy qui était ministre des Finances en 85. Jacques Delors. Qui était ministre d'économie et des Finances. D'accord. Ah oui. En fait, en fait, peu importe, mais je me pose la question du contexte historique puisque Michel l'a repris à plusieurs reprises et je me dis, est-ce qu'il y avait, enfin, dans le jeu qui se joue entre le gouvernement, je veux bien entendre qu'il y avait une volonté des acteurs de soutenir le mouvement coopératif, mais en même temps, je me demande si on prend plus de recul, si c'est pas quelque chose qui dépasse la volonté politique, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on est dans un basculement de l'économie industrielle vers l'économie financière. Je vais très très loin et très vite, quoi, mais c'est une question que je pose à Thierry et à Marcel essentiellement, et puis à Michel. Est-ce que derrière il y avait pas simplement une impossibilité de soutenir dans le contexte libéral, du renouveau libéral qu'il y avait à l'époque, de l'évolution vers une économie financière, une impossibilité de soutien à un mouvement qui semblait effectivement qui ne pouvait pas être un acteur financier. Écoute, c'est difficile de te répondre, mais je vais employer une formule simple. Il n'y avait pas que des gens graves au sein du monde coopératif. Il y avait ceux qui avaient perçu le sujet
Et il l'a rappelé Jean l'a rappelé de manière extraordinairement claire. Mais tout le monde ne réagissait pas comme lui. Et je ne voudrais pas le faire rougir, mais tout le monde ne réagissait pas comme lui. Et en face de Jacques Delors, de La Gayette, de De Foucault, de Patrick Peugeot ou d'autres comme Marcel et moi, on avait parfois des dirigeants qui semblaient fermés. C'est pour ça que j'ai employé le mot de forteresse. Je prends un contre-exemple en dehors du monde de la coopération de consommation, mais qui est quand même très frappant. Je veux dire, quand Jacques Vendier devient directeur général de la mutuelle Massif, il y a 60 ou 80 adhérents. Quand on est dans les années 80, il y en a déjà 1 500 000, 2 millions. Pourquoi ? Parce que, à la fois, Jean Grave l'a dit, pourquoi la coopération de l'Atlantique a résisté, a continué. Ce sont des hommes, et au pluriel, qui ont à la fois combiné la volonté de maintenir la vie mutualiste, de la développer, la vraie vie mutualiste, participative, et en même temps, qui ont non seulement accepté la modernisation, mais qui l'ont parfois devancée. Et dans le cas de la Massif, c'est l'informatisation à mort appliquée à des produits simples à acquérir. Donc je crois qu'il y a, si je fais cette comparaison dans deux mondes différents, mais je crois qu'elle est en même temps intéressante à étudier, c'est-à-dire la différence des réactions, des prises de position et des décisions. Je crois que M. Dreyfus, Oui. et puis après Marcel Ipsam. Un mot, c'est peut-être une simple remarque de bon sens, mais la FNCC est une vieille organisation. Une vieille organisation qui n'a pas vécu de crise depuis 50 ans, depuis 1934, donc c'est bien oublié. Effectivement, il y a un aspect de, je ne sais pas s'il faut parler de sclérose, de bureaucratisation, etc., mais ça a joué incontestablement. En 1934, les coopérateurs se sont mobilisés pour sauver ce qui pouvait l'être, pas en 1985. Et l'idée, en 1985, de faire appel aux coopérateurs pour sauver ce qui pouvait l'être n'a pas été avancée. Donc, je crois que, encore une fois, ça s'explique par le fait que la FNCC, c'était un empire et que personne ne pouvait imaginer que cet empire s'effondre. Or, malheureusement, on le voit dans l'histoire, souvent des empires s'effondrent et parfois très vite. M. Ipsman. Je ne voudrais pas laisser croire que la FNCC est absolument seule responsable de ce qui s'est produit. Enfin, on ne peut pas dire, bon, ben, elle l'a bien cherché et elle l'a eu. Mais je crois qu'effectivement, on a parlé de divergence, etc. Et Jean Grave le sait très bien. Il avait produit un petit livre vert que j'avais conservé, puis je ne sais pas s'il est au CIDIAS, peut-être. Il est ici. Voilà, il existe toujours. Je le voyais plus petit, quoi, mais bon. Et qui, c'était au congrès d'Aix, peut-être, je sais. Enfin, qui proposait des voies de redressement, une autre... peut-être que ça intervenait trop tard, mais je crois qu'il y a eu aussi un calcul qui s'est révélé pas très bon. C'est que certains ont pensé que, compte tenu de l'implantation des coopératives de consommation, notamment dans le Nord, à un moment où le Premier ministre s'appelait Mauroy, se sont peut-être dit que malgré tout, compte tenu de l'impact politique, de la résonance que ça pouvait avoir, ils ont peut-être trop misé là-dessus. Et c'est une erreur de jugement. Dernière chose, pour expliquer aussi l'abstention des pouvoirs publics, c'est que, comme vous l'avez dit, il y avait une crise
générale qui affectait tout le tissu industriel. Il y avait des urgences et il y a eu probablement un calcul disant bon, bah, les priorités, c'est ceci ou cela, et ça n'est pas les coopératives de consommation. Je pense qu'on aura besoin de repasser du temps à relister ces différents éléments, à réfléchir à ces concepts, à les regarder aussi. Vous l'avez évoqué, le sentiment too big to fail, et tous ceux qui étaient too big, ils sont tombés comme les autres. La codakisation d'un certain nombre d'approches, la responsabilité des coopérateurs, mais à qui on demandait d'aller à l'inverse de leurs valeurs, un système de changement de la société. Enfin, on le voit bien dans les différents aspects, c'est complexe et ça mériterait de passer plus de temps. J'ai bien conscience que, en arrêtant le débat à ce stade, je ne fais que des frustrés, mais je vais inviter Loïc Pelletier, président de la FNCC, peut-être à nous dire quelques mots pour peut-être présenter aussi, malgré tout, ce que la FNCC. Bonsoir à tout le monde. Bon, bah écoutez, voilà, c'est celui qui s'est collé qui prend la parole maintenant. Je voulais remercier les intervenants. D'abord, je voudrais remercier le CEDIAS une fois de plus parce que c'est la troisième intervention et puis on a vécu, enfin moi j'ai vécu des moments très forts ici et je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir votre institution. Et puis le débat qui a eu lieu et les débats qui ont eu lieu le montrent. Alors, je voudrais remercier d'abord M. Dreyfus de nous donner un éclairage politique très intéressant et qui m'avait un peu échappé par moment. Donc, j'en reviendrai un peu dessus après. Je voulais remercier aussi Marcel Hissmann et puis Thierry Jantet, parce que grâce à vous, le contrôleur de gestion que j'étais d'un groupe fromager en 84-85 pouvait rassurer, on se rassurait mutuellement avec mon voisin de bureau qui était en charge des risques clients, enfin des assurances de manière générale, en disant les coopératives, il n'y a pas de problème, ils ont de l'argent, ils pourront payer. En revanche, ce qui nous inquiète, c'est les grossistes qui sont en train de nous planter en faillite là-dessus. Donc tout ça dans un contexte où la sidérurgie s'était plantée, ainsi de suite. Donc nous, les fournisseurs de l'agroalimentaire à l'époque, on n'était pas particulièrement inquiets. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu la moindre larme qui a été versée à ce moment-là, puisque les efforts des uns des autres et puis les capitaux qui étaient présents ont permis à la fois d'indemniser naturellement tout le monde, et puis à la FNCC de continuer d'exister. Voilà. Bon. Je voulais remercier aussi Jean-François Drapry, qui est un éminent coopérateur et qui a parfaitement illustré comment Coop Atlantique vit maintenant. Ça m'évitera de le refaire. Voilà, donc au moins c'est un compagnonnage extrêmement agréable et lucide et pertinent, et merci. Et puis je voudrais remercier, enfin je ne sais pas si je dois le remercier, mais enfin quand même, parce que c'est l'amitié qui parle, Jean Grave, qui m'a embauché en 96 pour reprendre, enfin c'était la direction financière, et puis 8 ans après j'ai repris la présidence du directoire, pour reprendre le flambeau de ce que vous venez de voir et de constater, quoi. Et puis quelques années plus tard, on m'a demandé de prendre la succession d'Yves Zer à la FNCC. Voilà. Donc j'assume. Alors, je dirais, il y a juste deux images qui me reviennent, enfin deux expressions qui me reviennent en vous écoutant, et juste en termes de conclusion. C'est la destruction créatrice, qui est un des mantras du système capitaliste, et qui pourrait très bien l'être. On pourrait d'ailleurs travailler sur la question de la destruction créatrice, en particulier dans le monde de l'ESS, enfin, ou des coopératives en tout cas. Et je pense que ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que j'ai des bons espoirs pour la FNCC, participe naturellement de ce phénomène-là. Le deuxième, c'est la coopération victime de son succès. Victime de son succès parce que finalement, enfin, on l'avait ébauché un petit peu il y a 2 jours dans le premier débat, finalement sur le plan politique, ce que vous dites, moi la réflexion que j'ai, c'est que la force politique que représentaient par exemple les coopératives en Belgique, qui étaient très liées au PS, en France, enfin je le dis comme franchement, il faudrait le travailler, mais vous me pardonnerez, le PS n'avait plus besoin, vous les forces de gauche si on veut, n'avaient plus besoin des coopérateurs pour exister. Bon, donc finalement on ne servait plus à grand chose. Deuxième aspect de la victime de son succès, les politiques qui avaient une vision comme dans le Nord, quand Jean-François tu le dis, après tout, on veut créer une coopérative qui a ses petits magasins locaux. Ben, elles ont eu les petits magasins locaux. Voilà. Bon, d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont venus sous d'autres formes. Donc finalement, c'est le succès de cette politique-là qui a conduit à son échec à la fin, mais peu importe, c'était logique. Troisième chose,
c'était, en fait, ce qui est alors là, qui remonte depuis l'origine, hein, si on reprend le premier slide, là, enfin le premier panneau là, de Rochdale, c'est en fait la lutte contre la pauvreté. En 85, le consommateur, il n'avait pas besoin, pour faire un caddie pas trop cher et de bonne qualité, d'aller dans les COP. Bon, donc finalement, qui s'est plaint de la chute de la FNCC, sauf les quelques-uns que nous sommes ici? Voilà, donc alors, moi je vous livre ça franchement, parce que j'ai pas cherché, j'avais à peine une quarantaine d'années quand je suis arrivé chez COP Atlantique, j'ai pas cherché à battre ma coulpe en permanence. Donc effectivement, l'intérêt c'est d'aller de l'avant maintenant. Bon, voilà, hein, on va laisser l'effondrement, ou appelons ça comme on veut, mais c'est une histoire très riche et qui mérite d'être documentée. On est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est riche en enseignements. Mais après tout, on avance. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? COP Atlantique continue de fonctionner. Continue de fonctionner parce qu'elle a suivi, alors Jean l'a redit, effectivement, bon, le chemin est étroit, sinueux certainement, parce qu'on est passé par des alliances avec Carrefour, avec Dia, avec Auchan, avec Paridoc et avec Systému. Bon. Avec des plans sociaux, à titre personnel, je dois assumer d'avoir supprimé 1000 emplois, ou plus de 1000 emplois sur 4000 ou 5000 qu'il y avait au départ. Il y en a un peu plus de 3000 encore chez COP Atlantique. Supprimer la logistique, supprimer la plupart, le statut des gérants mandataires, supprimer le prime d'ancienneté. On a fait le travail. Mais moyennant quoi maintenant, ça fonctionne à peu près. Voilà. Donc on revit. Et puis les coopérateurs de maintenant se préoccupent même plus, et les salariés encore moins, de ce qui s'est passé en 85. Donc ils regardent vers l'avant, il y a des fonds, il y a des moyens, il y a un outil économique et commercial chez COP Atlantique extrêmement dynamique et extrêmement fort. Voilà. En revanche, le vrai défi que l'on a, c'est redonner de l'appétence coopérative, clairement, hein, à nos consommateurs et à nos clients. On se bagarre là-dessus. Alors COP Atlantique, on va dire, on parle entre nous, hein, on a fait 50 000, enfin ils ont fait, parce que j'ai commencé, puis c'est mon successeur qui finit le job, mais ça y est, la présidente du conseil de surveillance me dit la semaine dernière, ça y est, on a fait les 50 000 nouveaux coopérateurs en 5 ans. Bon, pas mal, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent 7 €. On rappelle, à Rochdale, à l'origine, c'était un mois de salaire à verser, ou un mois et demi, ça dépendait des gens, à verser sur 5 ans, si on veut. Mais un mois de salaire, ça fait 1000 à 2000 balles, c'est pas 7 €. Hein. Bon, donc 7 €, et puis naturellement, dès la première année, on a largement, en bon d'achat, en opération promo, récupéré les 7 €. Donc, les coopérateurs qui sont à aujourd'hui, eh ben, ils sont attirés par ces opérations-là, quoi. Alors, ça a toujours été le cas, mais c'est vraiment le vrai défi qu'on a. Hein. Alors, je suis très content d'ailleurs de voir Tom qui est là, la Louve, parce que c'est l'autre chapitre aussi qui est en train de s'ouvrir et qui est un très bon aiguillon, et je trouve ça merveilleux ce que vous êtes en train de faire, avec toutes les coopératives participatives. Et donc, il y a plein de choses à faire. Et puis, le troisième élément aussi qui redonne de l'optimisme, c'est qu'en Europe, hein, avec Olivier, on y était encore à San Sebastian, il y avait une rencontre de l'ESS la semaine dernière, et la rencontre d'Eurocop. Il y a au moins 20 pays en Europe, sur les 28, qui sont adhérents d'Eurocop, et pour lesquels la coopération, c'est puissant. Alors l'Italie, par exemple, mais pas seulement, hein, l'Espagne, c'est puissant, l'Angleterre était là, les pays de l'Est, les pays du centre, l'Ukraine était là aussi, ainsi de suite. Voilà, donc on a plein de choses à faire, le monde est devant nous, et puis il s'est passé une belle aventure, les conséquences sont logiques, vous les avez parfaitement illustrées. Arrêtons de pleurnicher ou sur le lait répandu et avançons. Voilà. Je vais vous inviter à poursuivre cet échange auprès d'un verre, si vous en avez le temps. Merci beaucoup. Hélas, je ne peux pas inviter Jean Grave ni Jean-François Drapery à échanger un verre, mais je les remercie infiniment de nous avoir rejoints et de leur participation. Hein. Très, très bonne soirée à vous. Hein. Merci.